Bonjour, je veux d'abord remercier la FRAVI qui m'a donné l'opportunité de participer à cette conférence. Et également, je vous remercie pour votre présence et pour ma présentation, qui se portera sur le taux de retention en soins à l'accouchement, donc chez des femmes enceintes qui ont été enrôlées dans le programme de PTME dans 7 institutions de santé en Haïti, et également les facteurs de risque associés à l'abandon au traitement. Nous allons suivre ce plan. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Haïti, Haïti se situe au niveau de la Caraïbe et on estime qu'il existe près de 1500 PPVIH qui vivent en Haïti. Je travaille pour le Catholic Medical Mission Board comme médecin conseiller et superviseur pour le programme ALE-SIDA. Donc, je peux traduire en français par VATAN-SIDA. C'est un programme qui est financé par le CDC PEPFAR. Et à travers ce programme, nous apportons une assistance technique à 15 institutions de santé au niveau du pays. Et au 30 janvier, nous avons 11 959 patients qui reçoivent des soins pour le VIH à travers notre réseau de santé. Donc, l'enquête qu'on a menée, et vous voyez les institutions de santé qui sont highlightées en rouge, donc l'enquête a été menée au niveau de ces 7 institutions de santé. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, donc c'est suite aux recommandations de l'OMS en août 2013 concernant l'option B+. Donc la prévalence, le pourcentage de femmes enceintes qui a été placé sous ARV en Haïti a augmenté considérablement, passé de 45% à 99%. C'était bien, mais par contre, on a pu remarquer qu'une grande proportion de ces femmes avaient abandonné le traitement avant même leur date probable d'accouchement. Donc, c'est ce qui nous a porté à comprendre, à évaluer le taux de femmes enceintes qui étaient perdues de vue avant leur accouchement pour évaluer les causes de ces abandons. Nous avons donc mené une enquête transversale, descriptive transversale sur la cohorte de femmes enceintes qui a été enrôlée en soins sur la période allant de janvier 2014 à juin 2017. Donc, pour le faire, nous avons utilisé des registres de PTME qui étaient disponibles au niveau de ces institutions de santé. Et dans ces registres, on pouvait trouver des informations concernant les données démographiques des patients, les numéros de dossier, donc les dates de naissance, les activités en soins de façon mensuelle. Donc, on a défini comme patients actifs, donc en soins, les patients qui avaient les médicaments en main, qui les recevaient chaque mois, et comme perdu de vue, des patients qui avaient passé plus de 90 jours après la date du dernier rendez-vous sans renouveler la prescription d'ARV. Et ensuite, lorsqu'on a pu évaluer le nombre de femmes enceintes perdues de vue, donc nous sommes retournés dans leur dossier médical pour évaluer les rapports de visite domiciliaire qui ont été rédigés pour voir quelles étaient les causes d'abandon qui ont été rapportées pour ces femmes. OK, donc on a recensé 368 femmes enceintes VIH positives qui étaient enrôlées dans le programme de PTME au niveau de ces 7 institutions qui ont participé dans l'étude. Donc, comme vous pouvez voir, la majorité de ces femmes étaient âgées de 15 à 34 ans et c'était des femmes en bonne santé qui étaient enrôlées et sous traitement au stade clinique 1 avec un compte de CD4 moyenne de 514. Donc, ces femmes étaient dépistées fortuitement lors de leur première visite de clinique prénatale et 9% c'était des femmes qui étaient déjà passées sur ARV, qui suivaient à la clinique, qui étaient tombées enceintes. Donc, ces femmes étaient enrôlées en soins, étaient enrôlées sous ARV dans une période allant de 0 à 15 jours. Et selon le protocole national, ils étaient placés sous tenofovir combiné à l'amiovidine et l'efavirenz. Donc, de ces 368 femmes qui étaient enrôlées dans le programme de PTME, donc on a pu remarquer on a retrouvé que 77 d'entre elles avaient abandonné le traitement avant même leur date probable d'accouchement, soit 21%. Et ces femmes enceintes avaient abandonné leur traitement dans une période allant de 0 à 5 mois, mais plus de la moitié avaient qu'une visite unique. Donc, avant 1 mois, avaient déjà abandonné le traitement.
on a essayé de regrouper en 4 catégories les causes d'abandon qui ont été rapportées. Donc, on a la peur de la stigmatisation était la cause qui était rapportée le plus souvent. Donc, on peut voir que 27% des femmes avaient abandonné la clinique par peur d'être stigmatisées, soit parce qu'elles connaissaient un prestataire de soins au niveau de la clinique ou un prestataire de soins qui habite son quartier. Donc, elle abandonne la clinique, elle ne revient pas. Après l'annonce de sa séropositivité, elle ne revenait pas. Également, il y a les femmes enceintes qui niaient leur séropositivité, soit par une mauvaise conception que un patient VIH positif devrait être un patient très malade, un patient très maigre. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'était des femmes en bonne santé, en stade clinique 1. Donc, elles n'acceptaient pas leur séropositivité, le niaient catégoriquement. Et vous allez voir que 16% d'entre elles abandonnaient déjà après la première visite, ne revenaient plus à la clinique. Ensuite, une autre cause, c'est la disparité dans les soins. Donc, des femmes qui, une fois tombées enceintes, veulent aller suivre pour la grossesse dans une autre institution de santé qui va l'offrir soit une aide sociale, comme une ration sèche ou des frais de transport. Et là, ne fait pas de différence entre le suivi pour la grossesse et le suivi pour la VIH. Ne revient pas à la clinique pour prendre ses médicaments. Et également, on a trouvé une bonne proportion de femmes également qui acceptaient leur séropositivité, acceptaient leur traitement, mais selon les coutumes, allaient en province retrouver leur famille pour l'accouchement. Donc, des fois, elles partaient sans même avertir la clinique, donc avaient abandonné leur traitement. Ainsi. Donc, le taux de perdu de vue, 21% de femmes enceintes qui abandonnent leur traitement avant même l'accouchement, donc c'est assez inquiétant. Donc, on a pu voir que les causes principales, c'était la stigmatisation et la disparité dans la prestation des soins, parce que les institutions de santé n'offraient pas le même paquet de soins, donc constituaient une barrière à l'accès du traitement. Donc, on pense que c'est important de trouver des stratégies immédiates pour améliorer la rétention des femmes enceintes en soins et permettre que leurs bébés exposés puissent bénéficier du diagnostic précoce pour le VIH et recevoir les soins appropriés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Yasmine. Merci beaucoup. J'étais vraiment très intéressée par la présentation parce que je me suis retrouvée au Cameroun dans plus ou moins les mêmes situations. Bon, j'avais 3 questions et peut-être une contribution. La première, c'est que j'ai vu que vous mettez en œuvre l'option B+, mais que le délai de mise sous traitement des femmes enceintes varie entre 0 à 15 jours. Est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les raisons? Deuxièmement, je voulais savoir, pour ce qui est des femmes enceintes qui ont abandonné le traitement avant même l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites pour les retrouver? Parce que j'ai vu que vous avez enrôlé les femmes à partir de 2014. Troisièmement, pour celles qui sont restées sous traitement, je prends juste peut-être l'accord 2014-2015. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elles sont devenues peut-être 12 mois après l'accouchement, dans leur rétention? Et ma contribution, c'est par rapport à... pour maintenir les femmes en soins. Donc, je sais qu'il y a les pays d'Afrique australe, l'Ouganda, le Kenya, qui ont mis en œuvre les stratégies des mères mentors. Donc, je pense que ce serait très intéressant d'essayer de voir, donc, identifier des femmes séropositives qui ont bénéficié de la PTME et faire en sorte qu'elles suivent ces patientes-là et, si possible, les lier avec le communautaire. Parce qu'au niveau du Cameroun, c'est ce qu'on a envie de faire cette année. Donc, on aimerait, au niveau des OBC, avoir des femmes enceintes qui sont en même temps OBC et en même temps qui viennent dans la formation sanitaire et puis essayer de retenir le maximum de femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yasmine. Oui, je vais répondre à la première question. Donc, pourquoi l'intervalle
variait entre 0 à 15 ans. Vous savez que la tuberculose est très endémique en Haïti. Donc, lorsqu'on diagnostiquait également la tuberculose, une femme qui est co-infectée de TB-VIH, on commence par le traitement de TB. Donc, on devrait attendre 2 semaines de traitement avant de débuter avec les ARV. Donc, ça retardait le traitement de 2 semaines. Et aussi, il y a également le temps pour faire le diagnostic. Des fois, le centre de santé ne peut pas faire le test de diagnostic, collecte le spécimen pour l'envoi dans un autre hôpital, attendre les résultats. Donc, ça allonge le délai de traitement. Et pour les mesures correctrices pour les perdus de vue, donc on a les visites domiciliaires. Dès que la femme rate son rendez-vous, il y a d'abord des appels téléphoniques pour rappeler la date de rendez-vous. Ensuite, lorsque la femme rate son rendez-vous, il y a des visites domiciliaires effectuées par des agents de santé. Et il y a les counseling qui est fait également, l'éducation thérapeutique. Mais des fois, la femme refuse. Donc, l'agent de santé va la visiter. On trouve la personne, mais elle dit non, elle n'est pas infectée, c'est le test qui n'est pas bon. Donc, elle n'est pas malade, elle refuse de venir. Pour la rétention à 12 mois, en fait, à partir de mon enquête, donc je n'ai pas évalué, mais il y a une enquête qui a été menée au niveau national par le Programme national de lutte contre le sida en Haïti. Donc, il a vu que la rétention en soins à 6 mois chez les femmes enceintes était de 72% et baissait à 68% à 12 mois après l'accouchement. Donc, c'est presque pareil. Les résultats sont presque pareils. Moi, j'ai un petit... Non, on n'a pas ça. On a les pairs éducatifs, mais on n'a pas pensé à des meilleurs mentors. Mais je pense que c'est une bonne idée. De retour au pays, je vais essayer d'en discuter avec mon staff. On prend une question encore. Voilà, donc merci pour cette belle présentation. C'est Dr Fall du Sénégal. Nous, au Sénégal, on a des problèmes de rétention avant l'accouchement et même après. Et il y a plus même de perte de vue après. Donc, la question que je voulais poser, est-ce que vous avez un peu exploré du côté du partage du statut avec le conjoint? Parce que je n'en ai pas entendu parler lors de la présentation. Et je pense qu'aussi, il y a un aspect très important, parfois qu'on oublie dans le test et traité avec l'option B+, c'est la préparation de la patiente. Est-ce que la patiente, elle est prête? Parce que parfois, il y a plus de critères, mais il faut quand même faire une bonne éducation et un bon counseling. Et aussi, pendant le suivi, il faut également faire un bon accompagnement psychosocial. Parce que ce qui est important, à mon avis, c'est surtout de prévenir les pertes de vue. Une fois qu'elles sont perdues de vue, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a des femmes qu'on va perdre de toute façon, mais je pense qu'il faudra surtout mettre l'accent sur les moyens de prévention de ces pertes de vue-là qui posent un problème vraiment voilà, pour le suivi. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Pour le partage de statut, donc l'enquête a été menée sur la cohorte de femmes qui a été enrôlée de 2014 à juin 2017. Donc, à l'époque, on encourageait les femmes à dévoiler leur statut à leur partenaire, mais ce n'était pas fait systématiquement. Donc, on respectait la volonté des patientes qui ne voulaient pas dévoiler leur statut. Mais depuis le début 2018, on a un nouveau programme, le programme le service aux partenaires. Donc, on a constaté que 90% en fait, ce n'est pas uniquement les femmes enceintes, toutes les patients dépistés VIH positifs, 90% d'entre eux auxquels on offrait ce service l'acceptaient et amenaient leur partenaire. Donc, je pense que le problème était au niveau du counseling. Le counseling pour offrir le service aux partenaires qui a été mal fait au début. Mais puisqu'on a un programme maintenant, les gens sont formés, donc ils sont mieux habilités à aborder la question et à accompagner le patient à faire le dévoilement à son partenaire et amener le partenaire à se faire dépister. Et pour la préparation, je suis d'accord avec vous. Donc, des fois, les patientes ne sont pas vraiment prêtes, mais puisqu'on nous dit qu'il faut
testée et traitée. Donc, c'est comme la femme est enceinte, on lui prescrit les multivitamines, le fer, on prescrit les ARV en même temps. Mais des fois, il y a des patientes qui ne sont pas prêtes. Donc, la patiente qui refuse son statut, même si je lui prescris le médicament, c'est sûr qu'elle ne va pas prendre ce médicament. Merci beaucoup, Christine. Mais moi, j'ai un petit commentaire, parce que ce que vous décrivez, on l'observe au Cameroun, on l'observe également au Togo, probablement dans beaucoup de pays. Et depuis qu'on a parlé de dépister et traiter, personne ne parle plus d'observance, tout le monde dit ça va. Et moi, je pense qu'il faut revenir à l'ancien système. Quand je vois Valérian dans la salle, Marc et Gonzague dans la salle, il faut peut-être revenir à cette dose de charge qu'on donnait aux femmes, qu'elles devaient prendre dès le début du travail. Ça va peut-être permettre au moins de réduire le taux de transmission pour ces femmes qui vont abandonner. Elles sont importantes, ces femmes. Même s'il y aura des résistants, même si le fait qu'elles soient sous EFA-VRS, qu'elles arrêtent de traitement, il y aura forcément des résistances. Il va falloir trouver le juste milieu entre cette dose de charge ou pas. Ça fait old-fashioned, mais bon, c'est pas grave. On va, si ça peut sauver des vies, on peut revenir là-dessus. Très bien, merci beaucoup encore une fois. Donc on va passer à la communication suivante. Je demande à Guillaume Breton de venir. Guillaume qui va présenter